Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. À la une ce soir, la question de la survie des entreprises qui ne cessent de se multiplier ces derniers temps dans le pays. D'après le CFE, elles ont été plus de 8000 à voir le jour durant les 6 premiers mois de l'année. Nous nous intéresserons dans ce journal au fonctionnement de ces entreprises dans le temps. Autre actualité toujours concernant le pays, pour avoir déversé de façon illégale de l'eau de fond de cale huileuse dont pétrolier dans les eaux territoriales togolaises, une entreprise suédoise devra verser une amende. Constat fait par les États-Unis. Nous vous donnons d'amples détails dans cette édition. Hors de nos frontières au Kenya, l'appel à manifestation de l'opposition contre la vie chère et le gouvernement ce jeudi a été très peu suivi. Nous reviendrons sur la situation dans le pays. Enfin, terrible vague de chaleur dans certaines régions aux États-Unis. Actuellement, situation difficile à supporter par les habitants. Une autre actualité également à suivre dans ce journal. Voilà, c'est tout pour ce journal. Restez avec nous pour en savoir davantage. Bienvenue à tous. Faisons un focus sur les entreprises créées au Togo. Au premier semestre de cette année, le Centre de formalité des entreprises a annoncé la création de plus de 8000 entreprises, chiffre qui promet un nouveau record selon les statistiques des années précédentes. Cependant, une question demeure. Qu'en est-il de la survie de ces entreprises? Le reportage. 8283, c'est le nombre de nouvelles entreprises créées au cours du premier semestre de cette année. Des données relevant de la récente compilation des statistiques du Centre de formalité des entreprises, CFE. Parmi elles, seulement 27%, soit 2294, sont détenues par les femmes, alors qu'en tout, 6871 entreprises sont à l'initiative des Togolais. Cependant, la création en hausse des entreprises ne garantit pas forcément leur contribution significative à l'économie du pays. Ceci, d'autant plus que leur survie demeure un défi à relever. Pour illustration, il ressort d'une analyse faite par le CFE sur les entreprises créées entre 2010 et 2015 que leur taux de survie réel s'estimait à 52,5% en 2018. Une situation qui, selon la même étude, s'expliquerait par 3 principaux facteurs. En premier lieu, l'expérience et le profil du créateur et les caractéristiques de l'entreprise, puis le positionnement stratégique de l'entreprise, ainsi que le rôle prépondérant des facteurs financiers. Par conséquent, au-delà des multiples réformes introduites récemment pour améliorer l'environnement entrepreneurial, les créateurs d'entreprises sont appelés à redoubler d'efforts afin de garantir la viabilité de leur structure, l'unique véritable moyen d'être une source de création de richesse pour le pays. Afin de mettre en avant les recherches au sein de l'Université de Lomé, un laboratoire de séquençage génomique a été inauguré mardi dernier. Il permettra d'analyser les agents infectieux afin de mettre en place des vaccins et des traitements. Suivez les détails avec Harold, médecin à Tau. L'Université de Lomé est dotée depuis mardi dernier d'un laboratoire de séquençage génomique. Issu d'un partenariat avec l'OMS, l'Agence américaine pour le développement international USAID et le Fonds mondial, cette installation va permettre aux chercheurs et étudiants de l'université d'analyser et d'étudier les pathogènes émergents et réémergents au niveau génétique. L'objectif est de séquencer l'ADN des agents infectieux, virus, bactéries ou encore champignons, d'identifier de façon pointue les micro-organismes et de prévenir les pathologies dans la recherche de vaccins. Le laboratoire se compose de 3 compartiments de 40 pieds chacun. Le premier va permettre de faire de l'extraction et des réactions PCR permettant d'obtenir à partir d'un échantillon complexe et peu abondant d'importantes quantités de fragments d'ADN spécifiques et de longueur définie. Le second permettra de réaliser les réactions de séquençage et le troisième sera dédié à la formation. Pour rappel, l'équipement du laboratoire a coûté 56 millions de francs CFA.
Des chiffres encourageants ont été révélés cette semaine en rapport avec la lutte contre le VIH-Sida. L'on note entre autres la baisse du taux de prévalence, du nombre de personnes infectées, mais également du nombre de décès. Suivons plutôt ce reportage pour plus de précision. Le Togo a connu une réduction de 65% du nombre de nouvelles infections et de 64% du nombre de décès liés au VIH-Sida sur la période 2010-2022. Des chiffres plutôt encourageants rendus publics cette semaine par le Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Contre 1,9% en 2021, le taux de prévalence est passé à 1,7% en 2022. Si le bilan révèle également un dépistage de 57 000 personnes en cette année, il faut préciser que 866 879 personnes étaient en traitement ARV en fin 2022, ce qui porte le taux de couverture thérapeutique à 81%. Même s'il reste encore à faire, précisons que ces chiffres sont le résultat des multiples efforts consentis jusqu'alors en termes de sensibilisation et d'accompagnement. Les données de 2022 montrent que le nombre de cas de stigmatisation collectés a relativement diminué, passant de 419 à 305. D'autre part, les interventions de prévention ont permis de réduire considérablement le nombre de nouvelles infections chez les jeunes. L'objectif, selon les pouvoirs publics, est de parvenir à diagnostiquer 95% des personnes séropositives et de traiter 95% des maladies identifiées d'ici 2030. L'utilisation des pesticides aide les paysans dans la culture. Parmi ces pesticides, le glyphosate. Interdit depuis 2019, ce produit continue d'être utilisé dans la clandestinité, en réel danger pour la faune, la flore et les paysans. Les explications avec Kofi Kligé. Les pesticides et leur utilisation sont très importants dans l'agriculture. Ils aident à lutter contre les organismes considérés comme nuisibles. Ils s'attaquent aux insectes ravageurs, aux champignons, aux mauvaises herbes et aux vers parasites. Au fil des années d'utilisation, certains pesticides sont interdits d'utilisation à cause de leur caractère nocif à la santé des hommes et des cultures. Au nombre de ces pesticides, le glyphosate. Le 19 décembre 2019, ce produit chimique utilisé dans l'agriculture a été interdit d'importation et d'utilisation, ainsi que de tout produit le contenant. Mais force est de constater que l'importation et la commercialisation des produits interdits continuent. Au Togo, près de 500 variétés de pesticides chimiques circulent. OADEL, Organisation pour l'alimentation et le développement local, tire la sonnette d'alarme depuis sur les risques liés à l'utilisation de ce pesticide. Dans les régions agricoles, les pesticides constituent le plus grand agent pollueur des eaux. Selon l'ONG Les Amis de la Terre, le glyphosate a des effets dévastateurs sur la faune et sur la flore terrestre et aquatique. Utilisés à outrance, ces produits provoquent chez les agriculteurs une irritation de la peau et des maux de ventre. Ce qui est encore dangereux, c'est que le reste de ces produits périmés ou leurs conteneurs sont déversés dans les eaux environnantes. Plusieurs sont ces produits non homologués qui circulent et mettent en danger la vie des citoyens. Inefficacité des services compétents ou coût abordable, la question reste posée. La lutte contre la pollution des eaux territoriales ne baisse pas. Aux États-Unis, une entreprise suédoise est condamnée à verser une amende pour avoir déversé illégalement de l'eau de fond de cale huileuse dans pétrolier dans les eaux territoriales togolaises. Bernard Canvi pour les détails. La communauté internationale s'efforce de nettoyer les océans, mais pour obtenir des résultats concrets à long terme, il faut s'attaquer au problème des déchets marins à la source. C'est dans ce contexte qu'une entreprise suédoise du nom de Clipper Shipping Ice est condamnée aux États-Unis à une amende de 1,5 million de dollars, soit 900 millions de francs CFA pour avoir rejeté illégalement de l'eau de fond de cale huileuse près des eaux togolaises.
En effet, les faits se sont déroulés le 27 septembre et le 1er octobre 2021 où le pétrolier Club Saturn s'est débarrassé de l'eau sale et huileuse de son vaisseau dans les eaux togolaises. C'est au cours d'une inspection du navire à Houston aux États-Unis que les autorités américaines ont découvert les faits. Selon le procureur américain du district du sud du Texas, au lieu que le navire filtre des éléments dangereux comme requis, il a décidé plutôt de réduire les coûts et de simplement rejeter tout le désordre contaminé dans la mer. Malheureusement, il s'est fait prendre lorsqu'il a accosté à Houston, aux États-Unis. Rappelons que les conséquences de la pollution des milieux aquatiques sont multiples. Elles conduisent à des mortalités massives d'espèces, sans oublier les effets toxiques qui, à plus ou moins long terme, entraînent des maladies ou des perturbations endocriniennes. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et ONU Femmes ont rendu public un rapport sur la parité des sexes, le pouvoir de décision des femmes, leur autonomisation et leur inclusion dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la prise de décision. Publié ce mardi, le rapport estime qu'aucun pays n'est encore arrivé à la parité totale entre les sexes. Les détails avec Kofi Klig. La liberté des femmes de faire un choix et de saisir les opportunités reste largement limitée. La faible autonomisation des femmes et les écarts importants entre les sexes sont monnaie courante. C'est l'essentiel du rapport du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et ONU Femmes. Ce rapport a pour but de mesurer le pouvoir et la liberté des femmes de faire des choix et de saisir les opportunités de la vie à travers 5 dimensions, à savoir la santé, l'éducation, l'inclusion, la prise de décision et la violence à l'égard des femmes. Il évalue aussi le statut des femmes par rapport aux hommes dans les dimensions fondamentales du développement humain. Selon les données du rapport, à l'échelle mondiale, les femmes sont habilitées à réaliser seulement 60% de leur plein potentiel. Le rapport indique également que moins d'1% des femmes et des filles vivent dans les pays où les niveaux d'autonomisation des femmes et la parité entre les sexes sont très élevés, tandis que plus de 90% de la population féminine mondiale vivent dans des pays caractérisés par un grand déficit d'autonomisation des femmes et un grand écart entre les sexes. Ces indices mettent en lumière les défis complexes auxquels sont confrontées les femmes dans le monde et ouvrent la voie à des interventions ciblées et à des réformes politiques. Le rapport rendu public ce mardi note qu'aucun pays n'est arrivé à atteindre la parité totale entre les sexes. Au Kenya, l'appel de l'opposition à manifester contre la vie chère et le gouvernement a été très peu suivi ce jeudi. Pourtant, des échauffourées sporadiques ont eu lieu dans le bastion du leader d'opposition Raila Odinga à Nairobi. Après une relative accalmie, à l'appel de l'opposition, les affrontements reprennent, plus isolés mais plus violents. La police tire désormais à balles réelles sur les manifestants. Ce jeudi, au moins 2 personnes ont perdu la vie. Cet homme vient d'en prendre une dans la jambe. Il est immédiatement emmené à l'hôpital de Kisumu, dans l'est du pays. Les urgences y sont submergées, les blessés graves affluent. Les policiers nous ont frappés et ils ont tiré des gaz lacrymogènes. Mais moi, je ne manifestais même pas. Je passais juste par là pour rentrer chez moi. Et ils ont commencé à me cogner. Ils m'ont frappé à l'œil et un autre a frappé l'arrière de ma tête avec son fusil. Depuis le début du mouvement de protestation, en mars, l'ONG Amnesty International recense au moins 30 cas de personnes tuées par des policiers. Plusieurs organisations des droits de l'homme accusent les autorités de recourir à des policiers en civil pour mater la contestation. Les innocents meurent, ce n'est pas juste. Ce gouvernement est-il sérieux? La police, elle, s'en défend et accuse les manifestants de s'adonner au pillage et de recourir à la violence. Dans la capitale aussi, les balles se perdent dans la fumée des gaz lacrymogènes. À Kibera, bidonville, bastion de l'opposition, les manifestants répliquent à coups de lance-pierres et de véhicules incendiés. Ils protestent contre la vie chère et le chômage. Nous n'avons pas d'emploi, c'est pour ça qu'on est dans cette merde. Quand vous voyez les jeunes dans la rue, c'est parce qu'ils n'ont pas de boulot. Certains, cagoulés et douilles en main, s'adressent directement au gouvernement.
Président Ruto, vous avez fait trop de promesses et vous n'avez pas créé d'emplois. Vous nous demandez d'aller travailler sur les chantiers de construction alors qu'on a des diplômes. Face à la contestation, le président William Ruto salue le travail des forces de l'ordre. Je tiens à féliciter la police d'avoir fait preuve de fermeté en veillant à ce qu'il y ait de l'ordre, en veillant à ce qu'on s'occupe de tous les criminels. Selon le ministère de l'Intérieur, 300 personnes ont été arrêtées depuis mercredi. Alors que les Espagnols sont appelés aux urnes demain dimanche pour des élections législatives anticipées, le Premier ministre Pedro Sánchez croit en la victoire malgré des sondages en sa défaveur. Il joue le tout pour le tout. En convoquant des législatives anticipées, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez espérait prendre de court ses opposants. Mais le voilà maintenant, plus menacé que jamais. Car en face de sa coalition de gauche, la droite conservatrice du Parti populaire progresse et pourrait même, selon les sondages, gagner les élections demain. 35% des intentions de vote contre seulement 28% pour les socialistes. Mais Pedro Sánchez veut encore y croire. Nous allons gagner les élections parce que le Parti populaire est un parti dont il faut se débarrasser. Et nous, ça sera la remontada. Des élections particulières aussi, car pour la première fois, elles se déroulent en plein milieu de l'été. De nombreux Espagnols sont en vacances. Résultat, 2,5 millions de personnes ont choisi de voter par correspondance. De quoi alimenter les critiques de la droite espagnole. Sánchez veut que les Espagnols choisissent entre les urnes et les vacances. Mais le choix est autre. Nous devons choisir entre Sánchez et l'Espagne. Et je n'ai aucun doute que la majorité des Espagnols choisira l'Espagne. Et puis il y a cet homme qui pourrait peser dans la balance. C'est le chef du parti d'extrême droite espagnol Vox, Santiago Abascal, la troisième force politique du pays. Conservateur, nationaliste, anti-migrant et climato-sceptique. Vous parlez toute la journée de la fin du monde et vous oubliez les Espagnols qui n'arrivent pas à la fin du mois parce que cette loi sur le climat avec un si beau nom que vous avez voté au Congrès est précisément la loi qui empêche l'exploration et l'exploitation de nos propres ressources naturelles et énergétiques. Le parti Vox a très peu de chances de l'emporter demain. En revanche, dans l'éventualité d'une victoire de la droite, une alliance entre les deux partis afin d'obtenir la majorité absolue est possible. Elle a déjà eu lieu à plusieurs reprises dans le passé, pendant les élections municipales et régionales. Aux États-Unis, les citoyens sont actuellement écrasés par une vague de chaleur sans précédent dans certaines régions. La canicule s'étend à travers le pays avec plus de 46 degrés Celsius annoncés à Phoenix. Les autorités avertissent que ce mois de juillet pourrait être le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Le record de chaleur sera-t-il battu? Depuis plusieurs jours, l'Ouest américain subit une canicule sans précédent. À Las Vegas, où le thermomètre atteint 45 degrés, les touristes suffoquent. C'est très compliqué, je suis à 2 doigts de m'évanouir. On va rentrer chez nous, on ne va pas rester plus longtemps. Ce week-end, cette vague de chaleur devrait s'étendre au centre du pays. 80 millions d'Américains s'apprêtent à connaître des températures au-dessus des 41 degrés. À Phoenix, en Arizona, le mercure a dépassé les 43 degrés pour un 22e jour d'affilée, déjà un record. Première victime de ces températures, les sans-abri. Les refuges mis à leur disposition ne désemplissent pas. Jour après jour, les chaleurs entraînent plus de stress et plus d'épuisement. Il devient plus difficile de simplement survivre. D'après l'Observatoire européen Copernicus, à l'échelle de la planète, ce mois de juillet 2023 est en passe de devenir le plus chaud jamais enregistré. La Corée du Nord tire plusieurs missiles de croisière en mer Jaune ce samedi entre la péninsule coréenne et la Chine. Ces tirs surviennent 3 jours après ceux de 2 missiles balistiques en mer du Japon sur la côte japonaise. Nouvelle salve de missiles de croisière en mer Jaune. Pyongyang est à la manœuvre. Ces nouveaux tirs interviennent 3 jours après ceux de 2 missiles balistiques utilisés sur la côte opposée, en mer du Japon.
Kim Jong-un poursuit donc sa course à l'armement. La Corée du Nord a mentionné qu'elle avait atteint les conditions pour utiliser des armes nucléaires. Le Nord est en train de nous dire, si vous continuez, nous pourrions utiliser nos armes nucléaires. Cela prouve que la Corée du Nord subit un stress considérable. Pyongyang enchaîne donc ses tirs et de son côté, Séoul s'inquiète. La Corée du Sud craint une escalade. Ce mardi, un sous-marin nucléaire a fait escale dans le pays, une première depuis 40 ans. Une réunion a également eu lieu pour renforcer la collaboration militaire entre Séoul et Washington. Le but est d'améliorer la coordination en cas d'attaque nucléaire de la Corée du Nord. Alors l'arrivée de ce sous-marin américain dans les eaux sud-coréennes est perçue comme une menace par Pyongyang. Dans la région, la tension monte d'un cran autour de l'usage d'armes nucléaires par Kim Jong-un. Étant donné que les États-Unis ont un principe ferme de dénucléarisation, ils ne reculeront pas sur ce point. Séoul demande à Pékin de raisonner son allié nord-coréen. Pour l'heure, silence radio du côté des autorités chinoises. En Irak, des manifestants brandissent le Coran durant une manifestation après la prière de vendredi à Bagdad. Ils dénoncent l'autorisation accordée par la Suède à des rassemblements pour profaner le Coran. Un vendredi de prière placé sous le signe de la contestation. À Nasriya, à 370 km au sud-est de Bagdad, ces musulmans irakiens sont remontés. Car la Suède a autorisé des rassemblements où le Coran pourrait être profané. Une situation inacceptable pour ces religieux. Ce gouvernement ne devrait pas se contenter d'expulser l'ambassadeur de Suède. Il devrait boycotter diplomatiquement et économiquement ce pays, en plus de l'expulsion, et rappeler l'ambassadeur irakien en Suède. C'est la première étape. La crise diplomatique monte d'un cran entre Bagdad et Stockholm. Il y a 3 semaines, un premier Coran a été brûlé en Suède par un réfugié irakien. C'était le 28 juin dernier. Depuis, la contestation s'est amplifiée. Les symboles suédois sont pris pour cible, comme l'ambassade du pays à Bagdad. Alors le personnel a été temporairement rapatrié à Stockholm. Dans le pays nordique, le blasphème n'est pas un délit. L'idée même de voir de nouveau le Coran profané entraîne une vague de contestation également en Iran et au Liban, où l'influent chef du Hezbollah a pris position. J'appelle les peuples arabes et musulmans à demander à leur gouvernement de rappeler leurs ambassadeurs et d'expulser les ambassadeurs suédois des pays arabes et musulmans. Un message entendu dans les rues de Beyrouth par ses partisans. Au Liban, en Irak et en Iran, les regards se tournent donc vers Stockholm, alors que les précédentes actions contre le Coran dans le pays ont été condamnées par de nombreux politiques. Football en France, crise entre le club PSG et son joueur Kylian Mbappé. Depuis vendredi soir, le club a décidé de ne pas emmener le joueur au Japon pour la journée estivale. Kylian Mbappé est à vendre maintenant selon les dirigeants du club parisien. Mbappé est à vendre. Selon Radio France, le Paris Saint-Germain a décidé de placer son capitaine sur la liste des transferts. Début juillet, le président parisien rappelait l'importance de ce dossier pour le club. Si Kylian le veut, reste. Nous, on veut que Kylian reste. Mais le besoin, c'est un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui. Partie gratuite, c'est impossible. Ces dernières semaines, la direction parisienne a tout essayé pour faire prolonger son meilleur joueur. La priorité du PSG, éviter à tout prix qu'il ne parte libre à la fin de son contrat en juin 2024 et ainsi voir potentiellement des centaines de millions d'euros s'envoler. Aujourd'hui, les regards se tournent vers l'Espagne et le Real de Madrid, même si le club dément tout contact avec Kylian Mbappé. Modric est de retour, il est très bon. Rodrigo, Vinicius, nous avons beaucoup de choses, mais parler de joueurs qui ne sont pas au Real ne me semble pas correct. Le PSG discutera avec les différents prétendants à compter du 1er août. En attendant, le joueur a été écarté de la tournée prévue par le club au Japon. Et voilà, c'est la fin donc de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.